Bon, ce streamer, c'est quelque chose qui a marqué, évidemment, cet été. Et j'ai entendu ce que vous avez entendu sans doute 10 000 fois. Il y a donc des gens qui sont capables de voir ça. Il y en a, mais qui sont ces gens ? Est-ce que ce sont des monstres ? Est-ce que ce sont des gens ordinaires ? Est-ce qu'il y a un profil psychologique qui fait ? Est-ce que ce sont des jeunes ? Est-ce que ce sont des vieux ? Est-ce que c'est tout le monde ? J'ai envie de vous dire que sous la Rome antique, on allait au cirque voir des gens se faire manger par des lions. Donc le voyeurisme sadique chez l'être humain, il n'est pas né avec Internet et il a toujours existé. La particularité, c'est ce que je disais dans l'émission hier, c'est que je pense qu'on s'est fourvoyé lourdement avec la technologie, en faisant de la technologie une religion et en pensant que la technologie allait nous sauver du mal après la Seconde Guerre mondiale. On s'aperçoit qu'en fait, la technologie est parfois le relais d'une barbarie. Il est un facilitateur, un amplificateur, puisque je rappelle quand même qu'il payait pour que des coups, c'est-à-dire que ceux qui regardaient payaient pour que des coups soient infligés à cet homme dont on dit qu'il était consentant, et c'est toute l'imposture du terme consentement ici, c'est-à-dire qu'il y a une fabrique du consentement sur un homme extrêmement vulnérable, et c'est pour ça que je trouve très important de faire attention à ce terme de consentement et de ne pas confondre le consentement et l'acceptation, c'est-à-dire qu'il a accepté des maltraitances et des humiliations, ça ne veut pas dire qu'il était en état d'y consentir. Voilà, donc on en a discuté, notamment avec les auditeurs, qui avaient des points de vue très enrichissants, moi j'aime bien échanger avec eux. Et il y avait une personne sous curatelle. Sous curatelle. Alors, vous s'est occupé, moi je suis occupé de parents qui sous curatelle, bien sûr, sous curatelle. C'est-à-dire que les mots ont un sens. La curatelle, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. Une personne sous curatelle puisse subir cela, très franchement, et qu'il n'y ait ni enquête ni rien, moi ça me stupéfie. C'est aussi la faillite des familles. C'est aussi la faillite des familles, parce que les deux familles ont accepté que leurs proches subissent ça parce qu'elles avaient une rentrée financière aussi d'une certaine manière. C'est vrai qu'à tous les étages, en fait, on a l'impression qu'il y a eu... Au fil d'Iroc. Il y a eu de la maltraitance et par ses compagnons streamers, si on peut dire ça comme ça, mais il y a aussi une maltraitance des proches qui n'ont rien dit parce que ça leur rapporté. Il y a la maltraitance, bien sûr, par les spectateurs qui ont payé. Je crois même qu'il y a 2 joueurs de football qui avaient donné des dons. Enfin, on voit bien que toute la société est malade et c'est vrai que c'est d'autant plus triste que beaucoup de jeunes regardent ces genres d'émissions-là. C'est pas en général les gens de 40-50 ans qui regardent ça. C'est plutôt les très très jeunes. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi j'ai appris l'existence de ce programme avec la mort de ce monsieur. Je n'étais pas au courant. Je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas. Je n'ai vu aucun média. Parce qu'on parle des journalistes. C'est formidable, les journalistes. Ils parlent beaucoup de CNews. Ah, ça, ils savent parler de CNews. La presse française, les médias français. Ils sont sur CNews. Si vraiment je dis une bêtise, demain, il y en aura partout. Bon. Mais ça, les journalistes de France, ils sont où ? Il y a eu un article. Ils sont où les journalistes de France ? Ouais. Non mais vraiment. Vous avez raison. Il y a eu un article. Je pense que je n'ai pas tort en tout cas. Non mais Mediapart avait ouvert une enquête. Alors je salue Mediapart s'ils l'ont fait. Et en fait c'est quand même eux qui. Il n'y a pas eu de réaction, mais ils avaient alerté il y a un an. Et effectivement, ils mettaient quand même en lumière que la barbarie est devenue un bien de consommation comme un autre. Je vous répète, c'est quoi notre métier ? C'est de témoigner de la réalité. Bon, ça c'est une réalité qui existait. J'observe que cette réalité, aucun journaliste de France n'a fait un papier dessus. Et je répète, des papiers sur CNews, il y en a 10 000 pour généralement dire la même chose. Mais bon, peu importe. Non, mais là, oui. Vous avez raison, on a appris. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris. J'étais pas au courant. En revanche, ça ne nous a pas surpris. En tout cas, moi, ça ne m'a pas surpris. Ça ne nous a pas surpris. Je suis d'accord avec vous. Et donc, c'est qu'on comprend ou on voit l'ampleur du drame, en effet, sur les réseaux sociaux. Vous avez ces parents qui essayent de se battre dans l'indifférence générale parce que leurs enfants ont été poussés au suicide par des algorithmes qui captent des enfants qui vont voir des vidéos sur pourquoi ça va pas, etc., au moment de l'adolescence et qui sont embarqués dans des algorithmes de mort. Oui, il y en a un qui s'appelle Momo Challenge, que j'ai découvert, parce que je ne le connaissais pas, c'est vrai, il y a quelques peu d'années. Et là, ça a provoqué en effet des résultats catastrophiques. Il y a un parallèle avec l'affaire Gisèle Pellicot. Vous trouvez qu'il y a un parallèle parce que Gisèle Pellicot... Il y a la question de la consommation de la pornographie. Oui, et puis le recrutement peut-être via numérique où, où les gens effectivement... La prostitution, il y a un chiffre moi que je ne comprends pas. Alors, Charlotte Dornelas. D'angoisse absolue. Quand vous avez le ministère de la protection de l'enfance lui-même qui vous explique qu'il y a entre 15 et 20 000 gamines de 12 à 17 ans qui sont aujourd'hui prostituées en France, moi je ne comprends pas que tout ne soit pas mis sur stop en disant il faut absolument régler ce problème. C'est monstrueux. Et là, c'est des gens qui, en vrai, sont capables en effet de payer, d'agir sur des gamines qui ont à partir de 12 ans.
Le point commun avec Gisèle Pelicot aussi, c'est la manière dont la perversion avance masquée, avance de manière sournoise, avance progressivement, fabrique le consentement et comment le piège se referme progressivement sur une personne vulnérable. Par définition, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Le pervers, il n'arrive pas en ayant écrit pervers sur le front. Donc ça, c'est le point commun avec Gisèle Pelicot, je pense. Bon, la GPA, puisque ce matin, on voulait en parler. Pourquoi ? Parce que le président des députés macronistes, Gabriel Attal, souhaite mettre la légalisation de la GPA au débat interne du parti Renaissance dans le cadre d'une convention thématique qui fera l'objet d'un vote des adhérents. Aurore Berger, elle, a parlé de... dignité de la femme. Exactement, que c'était contraire à la dignité de la femme. Et évidemment, votre avis m'intéresse. Et au même moment, l'Union européenne est sur une réflexion d'abolition universelle de la GPA, en écho à la déclaration de Casablanca qui est portée par Olivia Morel, qui est un enfant né de GPA, qui était venu sur votre plateau l'année dernière. Je crois que, si vous voulez, le débat sur la GPA est un exemple qui illustre très bien D'abord, est-ce que tout le monde connaît GPA ? Pardonnez-moi. La gestation pour autrui, une mère porteuse, disons. Qui consiste à faire appel à une surrogate en anglais, c'est-à-dire une mère de substitution qui va porter l'enfant pendant 9 mois avec un contrat, je mets des guillemets puisque ce contrat n'est pas possible. Et donc, elle va dévouer sa vie, sa sexualité, ses transports, son alimentation à préparer cet enfant qui, à son premier souffle, à son premier cri, sera séparé de la mère qui l'a porté. Je rappelle qu'on est des mammifères et que la survie de l'espèce dépend des liens d'attachement. Donc quand on me raconte des belles histoires où l'enfant va bien, sourire Colgate et la photo est jolie, c'est très bien, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et les troubles de l'attachement, ils ne se voient pas forcément sur grand écran, mais Olivia Morel en parle, elle a erré pendant de nombreuses années avant de trouver son équilibre. La GPA, si vous voulez, c'est intéressant parce que c'est vraiment comment on tord le cou de manière sémantique à des évidences. Une évidence anthropologique. La filiation repose sur la différence des sexes, la différence des générations. Le papa et la maman, c'est pas interchangeable. On est complémentaires, on n'est pas interchangeable. Ensuite, juridiquement, on est en train d'essayer de demander à des avocats de confondre un bien à une personne. Je rappelle qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. C'est pas parce qu'on est triste de ne pas pouvoir avoir d'enfant que l'enfant devient un logement, une chose, une marchandise auquel on aurait droit. Il y a des devoirs envers un enfant. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Et puis, sur le plan médical, ce n'est pas un traitement de l'infertilité. En revanche, c'est une pratique obscurantiste, régressive. Parce que la GPA, c'est un combat progressiste. Oui, mais c'est complètement régressif. Parce qu'aujourd'hui, c'est 30 à 40% de complications obstétricales de plus pour les femmes qui sont mères porteuses quand on leur a implanté les ovocytes d'une autre femme. C'est-à-dire qu'il y a des risques d'éclampsie, des risques d'hypertension artérielle, des risques d'accouchement prématuré, des petits poids, un alitement forcé, c'est-à-dire des choses qu'on avait fait disparaître. Moi, j'ai eu 3 enfants, je n'ai pas eu ces risques-là. Donc, il y a une vraie régression. Ensuite, ça n'est pas un traitement. Et puis, il y a quelque chose qu'on connaît depuis les années 70, c'est le microchimérisme materno-fœtal. Alors, ça veut juste dire un truc très simple, c'est que des cellules du bébé restent dans le corps de la mère pendant au moins 27 ans. C'est ça. Et des cellules de la mère, je ne parle pas de l'ADN, je ne parle pas au niveau génétique, je parle de cellules, restent dans le corps de l'enfant pendant au moins 27 ans. Et oui, on est connecté à notre enfant jusqu'à ce qu'il soit à peu près autonome. Et c'est bien fait, le règne des mammifères. Voilà, donc la gestation pour autrui, c'est vraiment faire de l'enfant une marchandise et de la femme, l'utéus de la femme, un Airbnb. Donc je ne vois pas qui peut... C'est comme si on me disait, mais vous savez, j'ai des voisins qui ont un esclave et ça se passe très bien, il est très content, ils sont très gentils avec lui. C'est pas le sujet. Il s'agit de la dignité de l'homme, enfin de la femme et de l'enfant à naître. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue, sans aucune nuance, je l'assume, voilà. Et je me fais beaucoup d'ennemis. Je pense, si vous voulez, à certains couples. Mais je ne juge pas les individus. Voilà, je juge la stratégie sémantique. Qui ont eu effectivement un enfant via la GPA. Généralement, c'est d'ailleurs des gens qui ont témoigné parce que ce sont des personnalités et qui témoignent de leur bonheur. Mais moi, je ne suis ni magistrat ni curé, je ne juge pas les individus. Simplement, je démontre les impasses sémantiques. Voilà. Cette pauvre femme qui est utilisée pour fabriquer un être humain. C'est pour ça que j'apportais un témoignage différent de couples qui racontent, qui rapportent qu'il y a eu un lien qui existe toujours entre cette mère et le couple. C'est un cas sur combien ? Quand on voit les plateformes qui existent de femmes qui sont déplacées, inséminées, puis qui vont accoucher ailleurs, puis qui ne sont jamais payées parce que le couple se sépare et renonce au projet d'enfant, et finalement ils lui disent d'avorter en cours de route. Il y a une belle histoire, l'enfer est pavé de bonnes intentions, il y a une belle histoire sur 100 000 horreurs.
Bon, en tout cas, j'apportais la contradiction. Mais cela dit, oui. C'est tellement évident pour tout le monde que, souvenez-vous, au moment du mariage pour tous, quand certains évoquaient la possibilité de la PMA ou de la GPA, c'était complotiste d'extrême droite, ça surfait sur les peurs. Oui. Non, mais tout le monde était d'accord pour dire que c'était horrible à l'époque. D'extrême droite, je vous rappelle que Sylvia Lagazinski, qui est la femme de Lionel Jospin, a commis un ouvrage sur la GPA et qu'ensuite elle a été blacklistée par une certaine frange de la gauche. Mais c'est pas un combat ni de gauche ni de droite. Vous serez à 15h avec Romain Desarbres et tous les jours, du lundi au vendredi sur Europe 1, Marie-Estelle Dupont. On va ouvrir le dossier de l'antisémitisme avec les 646 actes antisémites entre janvier et juin 2025. C'est le ministère de l'Intérieur qui a dévoilé ce chiffre qui effectivement fait froid dans le dos. C'est 27% de moins que sur la même période en 2024 et ça c'est positif, mais ces chiffres sont toujours nettement supérieurs à ceux enregistrés de janvier à juin 2023, soit avant les attaques du Hamas contre Israël. On comptait 891 actes au premier semestre en 2024. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous disiez hier, Gérard Carrero, parce que vous étiez aux États-Unis et vous avez pu comparer les Juifs américains avec les Juifs français. Et ça, c'est intéressant. Bah, écoutez, c'est simple. Quand on est en France et qu'on parle à des Juifs aujourd'hui, dans n'importe quelle ville, partout où il y a une communauté juive, ils ont peur. Ils ont peur et les gens vous disent « je me demande si je vais rester en France, si on ne devrait pas, même si c'est très difficile de repartir en Israël, si on ne devrait pas y aller, etc. » Il y a cette interrogation et cette interrogation est légitime parce qu'elle se nourrit quasiment quotidiennement d'agressions contre un juif ou de manifestations pour empêcher un groupe de juifs. Enfin, l'actualité chaque jour nous donne ça. En Amérique, c'est pas un pays merveilleux, hein. C'est pas le pays des bisounours. C'est un pays où il y a aussi des antisémites. Et il y a eu dans le temps, et même aujourd'hui encore, des mouvements extrémistes. Il y a eu le Ku Klux Klan et des mouvements assimilés antisémites. Ce que je veux dire, donc c'est pas à dire l'Amérique c'est le nirvana et nous sommes l'enfer. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand un gouvernement veut bien s'attaquer à un problème, on arrive à avoir des résultats. Aujourd'hui, en Amérique, il n'y a pas une prolifération des actes antisémites et il n'y a pas de juifs. En tout cas, j'en ai pas rencontré, j'en ai rencontré un certain nombre parce qu'il se trouve que l'endroit où j'avais ma maison pendant 50 ans de vacances, il y a beaucoup de juifs. Bon, alors il se trouve que j'en connais beaucoup. J'en ai jamais entendu un me dire « Ah ben vous savez, M. Carrero, on est inquiet maintenant avec ce qui se passe. » Mais par contre, ils voient ce qui se passe en France et tout d'un coup, ils me disent « Mais alors, et en France, chez vous, ça se passe mal, j'ai ma cousine machin ou mon truc. » Donc ça existe. Qu'est-ce qui s'est passé en Amérique ? Il y a eu au début, notamment à travers le wokisme, à travers les universités, il y a eu un fort mouvement pro-Palestine, hein, comme dans beaucoup de pays européens. Il y a eu un fort mouvement. Il y a eu dans des universités des juifs à qui on a interdit l'accès, ou des manifestations, etc. Le gouvernement américain, vous savez qu'il est décentralisé, c'est les États en général. C'est pas le gouvernement fédéral. Mais ils sont intervenus. Et ils sont intervenus directement là sur les foyers où il y avait le mal. Le mal, c'était par exemple un certain nombre de présidents d'universités américaines ou américains qui toléraient ça. Ah oui. Et ils ont dit, attention, ça ne peut pas durer comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a convoqué des conseillers d'administration et on a viré un certain nombre de présidents d'universités. Ce qu'on n'a pas fait en France, et notamment, je pense... Eh bien, c'est ça que je veux dire. Cet universitaire... Fabrice Balanche. Exactement, non seulement à Lyon. Donc le ministre de l'enseignement supérieur n'a pas bougé, il est resté dans son fauteuil à Paris. Dédié par la présidente de l'université. La présidente, voilà, on ne sait pas, M. Balanche, où il en est aujourd'hui. Le président de la République, il peut se déplacer. De temps en temps, il a le droit, symboliquement, s'il veut le faire. Et on voit bien la différence de traitement. Oui. L'affaire de Lyon, elle est très intéressante. Pascal, non seulement on n'a rien fait, mais en plus on a accueilli les professeurs. Vous savez, ça a été le grand sujet à un moment justement du ministre de l'Enseignement supérieur, d'accueillir les professeurs d'université aux États-Unis qui fuyaient, soi-disant, la tyrannie de Donald Trump dans les facs. Simplement, Donald Trump, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait essayé de faire un peu le ménage dans ces universités où, effectivement, des discours étaient en place depuis trop longtemps et qui étaient des discours... Et dans l'université française, il y a un courant dominant d'extrême gauche, sans doute pro-palestinien, qui existe, on peut le dire comme ça. On pourrait citer d'autres exemples aussi, comme Sciences Po Lille, où on a fait venir des personnes qui étaient admiratrices d'Hitler et qu'on les a même logées. Chez le patron même de Sciences Po Lille, et ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que est-ce que le directeur rend des comptes réellement là-dessus ? Pas à ma connaissance. D'où la question, et c'était hier ce que disait la sœur d'Ilan Halimi, avec des mots forts. Emmanuel Macron alimente
l'antisémitisme, disait-elle, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vrai qu'à travers 3 événements, c'est-à-dire il a refusé de marcher le jour de la manifestation contre l'antisémitisme, quand on lui pose la question est-ce qu'un génocide, il répond, ce sont les historiens qui répondront, et il s'apprête à reconnaître la Palestine. Alors je ne sais pas si c'est toujours à l'ordre du jour avec la crise politique. Ce sera en septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies. J'ajoute 2 éléments à la liste que vous venez d'énoncer. Il avait parlé de la création de l'État d'Israël, qui était une création de l'ONU. C'était des propos qui avaient été rapportés lors du Conseil des ministres. Il avait aussi parlé de la barbarie de l'armée israélienne. Ça aussi, ça a ajouté... Moi, je séparais, honnêtement... Charlotte Dornelas. Ça fait 1 an et demi qu'on espère que le conflit ne soit pas importé et qu'on soit capable précisément de parler d'un conflit étranger. Il l'est importé. Donc, non mais d'accord, il l'est, mais à mon avis, il faut séparer les 2 sujets. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui a un désaccord total sur la lecture du conflit, sur la manière, ça, il n'y a pas de problème, c'est un débat que nous pouvons avoir sur le terrain international. En revanche, et vous l'avez dit au début, le fait que lui-même lie son absence à la marche contre l'antisémitisme en France. C'est-à-dire au fait de dire vous pouvez penser ce que vous voulez de ce conflit, on peut se battre tant qu'on veut, c'est à peu près vrai partout dans le monde. Simplement, ne prenez prétexte jamais de ce conflit pour atteindre de quelque manière que ce soit, en insulte, en coups, en ce que vous voulez, votre voisin parce qu'il est juif. Eh bien, c'est cette distinction qui n'a été faite par personne depuis le début de ce conflit et qui n'a pas été portée par Emmanuel Macron. Je reviens sur la question américaine. Peut-être que nous n'avons pas exactement la même population qui fait craindre. Parce que là, on dit tous très poliment le problème des universités. C'est pas des directeurs d'université qui ont été agressés des juifs dans la rue ces derniers temps non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est Yacine Bellatar qui aurait conseillé le président de la République de ne pas descendre dans la rue dans cette manifestation contre un conseiller d'Emmanuel Macron, et ensuite évidemment tous ces propos ont été rapportés au chef de l'État. Il aurait été parce que ça pouvait mettre le feu dans les banlieues, c'est bien ça. Oui, c'est ça. En tout cas, c'était un signal qui était envoyé dans les banlieues qui n'aurait pas convenu aux banlieues. On a un entourage du président de la République qui nous dit sur ce sujet, c'est-à-dire moi, président de la République, dans une situation pareille, faire incarner la distinction entre les débats que nous pouvons avoir sur un conflit et le fait de traiter de telle ou telle manière son voisin. S'il n'est pas possible d'incarner ça parce qu'il a peur que les banlieues s'enflamment, alors je veux dire, c'est son analyse, c'est ce que nous dit son entourage, et personne ne tire la sonnette d'alarme maximum sur ce sujet. Et quelques jours après, non mais je veux dire, à l'Élysée, si vraiment ils ont peur de ça, alors il faut tout plaquer et s'occuper de ce sujet. Mais souvenez-vous la première réaction d'Emmanuel Macron lorsque le jeune Naël est décédé. Justement. Avant même que l'enquête soit en cours, il a jugé, il a condamné ce policier. Et les policiers l'ont encore en travers la gorge. C'est que Thomas rappelle qu'en effet, au moment où se pose la question du bras de fer avec l'Algérie, souvenez-vous, l'entourage d'Emmanuel Macron, encore une fois, nous explique avec des phrases citées de l'entourage d'Emmanuel Macron que sur l'Algérie, il faut faire attention parce qu'il y a une diaspora algérienne très importante. Encore une fois, c'est son analyse. Je ne suis pas sûre que la diaspora algérienne réagirait premièrement pour défendre Tebboune. Enfin, c'est un autre sujet. Donc, on a un président de la République dont l'entourage nous explique régulièrement que sur des sujets aussi importants de politique intérieure ou extérieure, il ne réagit pas comme il devrait réagir, c'est ça l'analyse, parce qu'il a peur d'une partie de la population présente en France. Alors moi, arrêtez tout sur les votes de confiance, du cadre, de je ne sais pas quoi, de la dette et de la sécurité sociale. Arrêtez tout, vraiment. Il faut s'occuper de ça. Moi, j'ajouterais quand même, parce qu'il a peur, et l'un et l'autre. Il a peur. Il a peur, bien sûr. Mais aussi par cynisme peut-être politique. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais pense à la présidentielle de 2032. Voilà, parce que personne ne dit non plus. Vous pensez vraiment que Emmanuel Macron pense à 2032? Mais bien sûr que oui. Mais bien, il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'à ça, Thomas. Écoutez, il ne pense qu'à ça. Qu'est-ce que nous serons en 2032? Mais oui, mais bon. Fait un pari sur l'avenir, c'est vrai. En 2032. À part Gérard Carreau qui sera toujours là. J'annonce pas encore ma candidature. Bon. Pas encore. Est-ce que notre ami Thomas, il est déjà là à 9h54? Parce que vous savez que maintenant, l'heure des pros se prolonge sur l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 10h. Avant, c'était 9h30, ce qui fait que le passage d'antenne, qui était une des joies de cette matinée, nous le faisons un peu plus tard.